Vous savez, grandir entre deux mondes n'a rien d'un privilège. C'est peut-être même une condamnation. Mark Grayson et son frère Oliver Grayson sont les deux fils d'un conquérant. Un conquérant viltrumite, une race belliqueuse et cruelle. Mais ce sont aussi des fils de la terre. Cette terre qu'ils essayent de protéger. Et c'est dans ce tiraillement qu'ils vont se briser chacun à leur manière. L'un par la culpabilité et l'autre par la rage. Mais une chose est réelle, les deux ont un passif et les deux ont des points communs. Ce sont des enfants soldats. Bienvenue sur Otascrim, la chaîne qui découpille, décompose, dissèque les univers de fiction préférés, de tes univers de fiction préférés. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va explorer deux visages d'un conflit intérieur, deux frères, deux tragédies, un seul héritage impossible à porter. Tout ce que tu as connu, aimé, désiré et chéri, tout va disparaître. Qu'est-ce qui restera autour de toi après avoir vécu 5 siècles? Cette phrase résonne comme un écho qui se dissipe dans l'horizon. Pour ceux qui ont vu les saisons d'Invincible, lu les comics ou vu l'histoire complète de l'univers sur ma chaîne principale Aremi Scream, vous la connaissez déjà. Car Mark Grayson est invincible. Ou du moins, il essaye de l'être. Car, au-delà du héros invincible, se cache un homme brisé, tourmenté par des questions existentiellement terrifiantes. Et si sa lutte acharnée pour ne pas devenir son père le transformait en quelque chose de bien pire encore? Un tyran aux ambitions divines peut-être. On va plonger dans la complexité du personnage principal de l'œuvre Invincible, Mark Grayson. Car, de lycéen ordinaire à empereur Viltrum, son voyage s'étend sur des siècles. Mais aujourd'hui, nous allons creuser plus profondément dans sa psyché et essayer par là de comprendre ce que Robert Kirkman a bien voulu nous faire passer comme message. Donc, plongeons-nous dans l'abysse psychologique de Mark Grayson, l'enfant déchiré entre deux mondes. Mark Grayson était un adolescent ordinaire, un lycéen avec des préoccupations on ne peut plus normales. Réussir ses examens, sortir avec une fille, s'entendre avec ses parents. Sa vie était simple. Puis, ses pouvoirs se sont manifestés et avec eux, une nouvelle identité. Celle d'invincible. Mais la vraie fracture dans l'innocence de Mark n'est pas venue avec l'acquisition de ses pouvoirs. Elle est venue de la révélation brutale sur son père, Nolan Grayson, alias Omni-Man. En soi, le parcours de Mark est surtout défini par ce moment précis, cette bataille brutale contre son père Omni-Man. Plus qu'un simple combat physique, c'est l'effondrement complet de sa réalité. Mettez-vous à sa place et imaginez découvrir que l'homme que vous avez idolâtré toute votre vie est un imposteur, un conquérant extraterrestre venu préparer l'invasion de votre propre planète. Un meurtrier qui a massacré ses propres alliés, les gardiens du globe, représentation de la Justice League de l'écurie DC ou des Avengers de l'écurie Marvel, tout en continuant de feindre l'innocence. C'est précisément ça, cette trahison fondamentale qui a brisé quelque chose d'irréparable en Mark. Sa vision idéalisée du monde, sa foi envers l'héroïsme pur et sa confiance dans les figures d'autorité. Tout s'est effondré en un instant. Et ce qui rend ce traumatisme particulièrement dévastateur, c'est sa nature duelle. D'une part, Mark subit une trahison émotionnelle qui fracture son identité la plus profonde, et d'autre, il endure une violence physique extrême à la limite de la mort, infligée par celui qui l'aimait le plus. Par là, Robert Kirkman crée ici une métaphore puissante des traumatismes intergénérationnels. Mark symbolise une génération qui découvre que les institutions et figures d'autorité qu'elle respectait cachent en réalité des vérités insoupçonnées. Une génération qui doit reconstruire sa vision du monde sur les ruines des illusions et des erreurs commises par les anciens. Bel écho à notre époque contemporaine. Et c'est précisément ce traumatisme fondateur qui enclenche le processus de transformation de Mark. Sa quête désespérée pour être l'opposé de son père devient paradoxalement le moteur qui risque de le transformer en un tyran. Car quand son père lui dit « Tu n'es pas un humain, Mark, tu es un viltrumite », cette phrase pèse comme une malédiction. Car Mark n'est pas seulement traumatisé par les actions de son père, il sait, au fond de lui, qu'il est biologiquement destiné à lui ressembler. C'est dans son ADN, ou en tout cas, c'est ce qu'il se met à penser et contre quoi il se bat le plus profondément.
car les Viltrumites sont façonnés par des millénaires d'évolution violente. Leur société repose sur la domination du fort sur le faible. Leur ADN même les pousse vers la violence et la conquête. Mark mène donc un combat quotidien contre sa propre nature, contre cette voix intérieure qui lui suggère que la force fait le droit, que les humains, avec leur fragilité et leur courte durée de vie, sont insignifiants et que peut-être Nolan avait raison. Et cette dualité génétique rappelle étrangement celle du Dr Manhattan dans Watchmen, comme je l'avais expliqué dans ma vidéo sur le potentiel d'Atom Eve que tu trouveras dans la fiche en haut à droite de l'écran. Car ce parallèle fait d'autant plus sens que là aussi, il s'agit d'un être surpuissant qui s'éloigne progressivement de l'humanité. Mais contrairement à Manhattan, qui accepte sa transcendance, Mark lutte désespérément pour rester ancré à son humanité. Et le plus tristement ironique dans ce combat, c'est la question temporelle. Qu'auras-tu dans 500 ans ? Demande Nolan, forçant Mark à se confronter à sa quasi-immortalité et rendant ainsi son patrimoine génétique cadeau au premier regard, se transformant ainsi au fur et à mesure en un poison. Donc, un cadeau empoisonné qui collera à la peau de Mark toute son existence. Car, et je te pose réellement la question, comment rester connecté à l'humanité quand on est destiné à survivre à tout ce qu'on aime, tout ce qu'on a connu, tout ce qui fait de nous un homme avec un grand H. On ne sait jamais si une demoiselle passe par là. Et comme je l'ai exploré dans ma vidéo sur l'histoire complète de Secret Wars des Avengers et de Frieren sur ma chaîne principale Aramis Crime, dont tu trouveras le lien dans la description, ce dilemme rappelle celui de Reed Richards et de Frieren face à l'éternité. Car par analogie avec notre monde réel, l'histoire nous a bien montré que plus l'on vit longtemps, plus on a de risques de perdre contact avec l'humanité et de perdre les valeurs que l'on cherche à protéger. Car comme le dit si bien Sénèque, vivre trop longtemps, c'est risquer de survivre à ces valeurs, à quoi Nietzsche rétorquera que plus le temps passe, plus ce que l'on croit être juste devient incompris par ceux qui viennent après. En soi, c'est une lutte vouée à l'échec sur le long terme et Mark le sait instinctivement. Sa nature Viltrumite est une bombe à retardement génétique qui menace constamment de faire de lui un dieu distant et cruel, semblable à l'immortel lors de son passage dans le futur lors de la saison 3. Et cette réflexion est très compréhensible même par le plus simple des humains. Mets-toi à sa place 2 secondes, non pas que tu en sois un des simplets, mais juste focus. Comment garder pied quand tu es littéralement l'être le plus puissant de la planète, voire même de la galaxie, et qui plus est que tu as quasiment l'éternité devant toi. Et l'ironie la plus cruelle dans le parcours de Mark, c'est que sa détermination obsessionnelle à ne pas devenir Omni-Man le pousse précisément vers une forme de tyrannie semblable à celle de son père. Car là où le bas blesse, c'est que Mark filtre chaque décision à travers le prisme de cette question. Est-ce que cela me rapproche de ce que mon père aurait fait ? Cette résistance consciente est à la fois sa plus grande force et sa plus grande faiblesse. Observez donc sa confrontation avec Cecil Sandman. Quand Mark découvre que Cecil utilise d'anciens criminels et des méthodes moralement douteuses, sa réaction est le rejet total. Une posture morale rigide qui rappelle étrangement l'intransigeance d'Omni-Man. Sa rupture avec l'agence gouvernementale, bien que justifiée, le prive d'un cadre institutionnel qui aurait pu tempérer ses décisions. Et un cap est franchi lorsqu'il tue l'hôte des Squids, acte qui a même choqué Robot, pourtant si froid et calculateur, qui n'a pas compris son geste. Et le tournant décisif arrive avec Dinosaurus. Si tu ne sais pas de quoi je parle, va voir ma vidéo sur l'histoire complète d'Invincible partie 2 sur ma chaîne principale, lien en description. Car face aux problèmes globaux, comme le réchauffement climatique, Mark commence à considérer que des méthodes radicales pourraient être nécessaires. La destruction de Las Vegas, bien que catastrophique, produit des résultats qu'il ne peut ignorer. Cette rationalisation des moyens extrêmes pour atteindre des fins nobles est exactement ce qui a conduit les Viltrumites à leur idéologie de domination. Pour le bien supérieur est toujours la justification des pires tyrans. Les traumatismes successifs, sa quasi-mort face à Conquest, son Beowulf par Anissa, la perte d'Oliver, la déception de son père, et j'en passe, érodent progressivement sa barrière morale. Chaque blessure le pousse un peu plus loin de l'idéalisme naïf et le rapproche un peu plus près du pragmatisme brutal qui caractérise les Viltrumites.
Et cette transformation me rappelle un peu plus celle de Molecule Man lors des guerres secrètes des Avengers, dont j'ai raconté le récit sur ma chaîne principale. Un être au pouvoir quasi divin qui, à force de traumatisme, finit par perdre sa boussole morale. Et le destin ultime de Mark Grayson est d'une ironie cosmique parfaite. Il devient exactement ce qu'il craignait, l'empereur Viltrum. Car, à la mort de Nolan, Mark, en tant que prince héritier, hérite du trône et d'une responsabilité écrasante. Il devient le chef d'une race de guerriers surpuissants qu'il doit guider vers une nouvelle ère. Et oui, comme ce type de récit sait si bien le faire, Invincible est fondamentalement un récit de prince déchu. Et si tu es familier de la fiction, tu sais ce qu'induit ce trope. Et au fil du temps, Mark se rapproche dangereusement de son statut divin. Vivant des siècles, peut-être même des millénaires, il transcende progressivement l'humanité, celle-là même qu'il cherchait tant à préserver, et sa perspective s'élargit, embrassant des civilisations entières et des ères complètes. Et les derniers chapitres d'Invincible nous montrent un Mark vieilli, aux cheveux gris, guidant les Viltrumites à travers la galaxie. Sous sa direction, cette race autrefois conquérante devient une force de protection et d'aide. Mais à quel prix cette transformation a-t-elle eu lieu? Mark est-il toujours vraiment humain? Ou est-il devenu une entité quasi divine qui regarde l'humanité d'en haut? A-t-il vraiment vaincu l'héritage d'Omni-Man? Ou l'a-t-il simplement raffiné, transformé en quelque chose de plus subtil, mais tout aussi détaché de l'humanité ordinaire? Et sa guerre contre Alan, son ancien allié, illustre parfaitement cette dérive. En tant qu'empereur, Mark détermine ce qui est bon pour des civilisations entières. Et le plus troublant est que Mark reste convaincu de sa propre vertu. Comme tout tyran bienveillant, il croit sincèrement agir pour le bien de tous, ignorant peut-être qu'il impose sa vision à des milliards d'êtres. Il suit, sans forcément s'en rendre compte, le schéma de l'empereur, autre trope aussi bien connu des fans de fiction. Car Star Wars, Warhammer, Fondation ou même Ruben Moon, tout récit d'Empire Galactique, mais souvent l'être vivant lambda comme toi et moi, dont l'ignorance la plus totale d'un système qui nous dépasse et dont nous ne pouvons même pas ne serait-ce que concevoir l'existence. Et cette réflexion peut être extrapolée, car maintenant, pose-toi cette question. Peut-être es-tu déjà, même actuellement, en train de vivre dans un empire galactique que tu n'en aurais même pas conscience. Et cette réflexion est étendue à toute l'humanité. Et seuls peut-être les 0,1% en ont la vision ou même l'information, et nous tiennent juste comme du bon bétail dans son pâturage. Ce petit jeu d'esprit ne fait tout simplement que corroborer les dires de Platon et son allégorie de la caverne. Et c'est exactement ce type de récit qu'est Invincible, à travers les yeux de Mark Grayson. Malgré cette trajectoire inquiétante, Mark n'est peut-être pas condamné à devenir ce tyran détaché. Ses ancrages humains, Eve, Terra, sa famille, lui offrent une chance de rédemption. Eve particulièrement joue un rôle crucial. Non seulement elle partage son immortalité, mais elle représente un contrepoids moral à ses tendances les plus autoritaires. Quand Mark dérive vers des solutions extrêmes, c'est souvent Eve qui l'aide à retrouver sa boussole morale. La naissance de Terra offre également un nouveau sens à sa lutte. Ce n'est plus simplement une question de résister à l'héritage toxique de son père, mais de créer un meilleur héritage pour sa propre enfant. Même sa relation complexe avec Marcus, son fils né du V-Word d'Anissa, témoigne d'une capacité à transcender la haine et de choisir l'amour au-delà du ressentiment. Et c'est peut-être là le véritable pouvoir de Mark. Non pas sa force surhumaine, mais sa capacité à reconnaître ses erreurs, à se remettre en question et à lutter constamment contre ses propres démons. Car contrairement à son père qui a mis des siècles à questionner l'idéologie Viltrumite, Mark est constamment en train d'examiner ses propres actions, de douter et de chercher à faire mieux. Mark Grayson incarne l'un des parcours les plus nuancés de la fiction super-héroïque moderne, celui d'un enfant brisé qui risque de devenir le tyran quasi-divin qu'il a toujours combattu. Sa lutte n'est pas simplement contre des super-vilains, mais aussi contre sa propre nature, contre l'influence toxique de son héritage et contre la tentation du pouvoir absolu et de la détermination divine. Et ce qui rend son parcours si fascinant, c'est qu'il n'offre pas de réponse facile. Mark n'est ni un héros parfait, ni un vilain en devenir. Il est profondément humain, malgré sa biologie Viltrumite, naviguant dans un monde de gris moraux où chaque solution crée des problèmes. Kirkman nous offre une méditation profonde sur le pouvoir, la responsabilité et l'identité. Il nous rappelle que nos traumatismes ne définissent pas qui nous sommes, mais que notre façon d'y répondre forge notre identité. Et par le regard de Mark Grayson,
Il nous montre que la véritable invincibilité ne réside pas dans la force physique ou l'immortalité, mais dans la capacité à rester fidèle à ses valeurs face à l'adversité, à résister à la corruption du pouvoir et à trouver l'équilibre entre l'héritage qu'on nous a transmis et celui qu'on souhaite léguer. Et vous, pensez-vous qu'une longévité trop longue, couplée à un patrimoine génétique et culturel déviant, est une porte ouverte vers toutes les dérives, ou au contraire est-ce une force? Mais qu'en est-il quand la rage, le ressentiment et le mépris s'installent et s'immiscent dans les convictions même les plus profondes, quand la fougue de la jeunesse et l'immaturité des réalités prennent le pas, quand l'innocence pure se transforme en un fléau de notre époque, l'enfant soldat. La vie est trop précieuse. Tu peux pas en disposer. La vie est pas précieuse du tout. T'as pas vu les gens? Ils s'entretuent tout le temps et ils ont pas besoin d'avoir de super pouvoirs pour le faire. Ils tuent aussi les gens normaux. Tu parles comme papa. Et alors? En quoi est-ce que c'est mauvais? Tu fais celui qui sait tout sur tout le temps, mais tu t'es jamais dit que papa pouvait avoir raison? Ce dialogue entre Mark et Oliver révèle tout le drame d'un enfant né entre deux mondes, condamné à vieillir trop vite et instrumentalisé dans une guerre qui le dépasse. Oliver Grayson. Si vous avez vu la saison 3 d'Invincible, lu les comics ou encore vu l'histoire complète d'Invincible sur ma chaîne principale Aramis Crime, vous connaissez déjà son importance dans la partie 2, particulièrement lors du plan contre les Viltrumites. Mais, ce qui rend vraiment Oliver fascinant, c'est sa position unique dans l'univers. Ni humain, ni Viltrumite, ni Traxan, mais un enfant soldat condamné à brûler trop vite au service d'une guerre qui le dépasse. Alors, plongeons dans la tragédie d'Oliver Grayson, l'hybride sacrificiel. Oliver n'est pas un enfant ordinaire. Fils d'Omniman et de la reine Andressa de Traxa, il est le fruit de deux espèces radicalement différentes. D'un côté, les Viltrumites quasi immortels, de l'autre, les Traxiens, dont la durée de vie ne dépasse pas une année terrestre. Et ce mélange génétique crée une anomalie biologique cruelle. Oliver vieillit et apprend à une vitesse vertigineuse. À quelques mois à peine, il a déjà l'apparence et les capacités cognitives d'un préadolescent. Cette accélération du temps n'est pas qu'un simple détail biologique. C'est une malédiction existentielle. Oliver n'a pas le luxe de vivre pleinement chaque étape de son développement. Il est propulsé d'une phase à l'autre sans jamais avoir le temps de construire les fondations émotionnelles nécessaires à chaque âge. Quand Mark le ramène sur Terre, il a déjà l'apparence d'un enfant de 2 ou 3 ans, alors qu'il vient à peine de naître. En quelques semaines, il parle parfaitement, apprend à une vitesse phénoménale et développe rapidement ses pouvoirs. Mais cette compression temporelle a des conséquences tragiques sur son développement psychologique et psychique. Car comme l'a montré des recherches scientifiques, les animaux à durée de vie courte évoluent pour apprendre plus rapidement. Leur cerveau s'adapte pour absorber un maximum d'informations en un laps minimum de temps. Ce qui fait d'Oliver probablement l'un des êtres les plus intelligents et les plus perspicaces de l'univers d'Invincible. Mais cette efficacité cognitive a un prix. Son développement moral et émotionnel ne suit pas le même rythme. Et même s'il peut réciter les noms des signataires de la déclaration d'indépendance sans grande difficulté, John Witherspoon, Oliver Volcott et... George White. Bravo. Tu as une mémoire vraiment très impressionnante, Oliver. Je peux aller jouer maintenant? T'as dit que je pourrais aller jouer si je les avais tous. il a des concepts qui le dépassent. Notamment, il ne comprend pas pourquoi tuer est mal. Imaginez ne jamais pouvoir vous intégrer. Nulle part. Jamais. C'est la réalité quotidienne d'Oliver. Trop Viltrumite pour Traxa, trop Traxien pour la Terre, et vieillissant trop vite pour se faire des véritables amis humains. Dans ma vidéo sur l'histoire complète d'Invincible partie 2 sur Aramis Crime, j'ai évoqué comment l'identité hybride d'Oliver le place dans un no man's land identitaire. Il n'appartient complètement à aucune des espèces, ni à aucune des cultures. Et à cela s'ajoute l'isolement social forcé. Pas d'école, pas d'amis de son âge, pas d'expérience partagée avec des pairs, juste des tuteurs, des adultes, et un monde qu'il observe à travers une fenêtre sans jamais pouvoir vraiment en faire partie. Non mais, imaginez juste une seconde, un enfant dans un corps de préadolescent, avec des pouvoirs capables de détruire une ville. C'est exactement ce qu'est Oliver. Parce qu'alors que Mark a eu 17 ans pour s'adapter à la vie sur Terre, et un peu plus de temps pour s'adapter à ses pouvoirs, Oliver n'a que quelques mois d'existence mentale et physique lorsqu'il commence à combattre le crime. Cette accélération temporelle crée un décalage fondamental entre sa capacité intellectuelle et son développement moral. Selon le développement moral du Dr Lawrence Kohlberg, les enfants développent leur sens moral progressivement, au fil des expériences et des interactions sociales. Mais Oliver, lui, n'a pas ce luxe. Ça me fait fortement penser à la situation qu'Atom Eve subissait. Tu peux aller le voir sur ma précédente vidéo sur l'histoire d'Atom Eve.
Il doit former son sens moral et critique en quelques semaines, alors que ce processus prend normalement des années chez un enfant normal. Et cette solitude façonne sa vision du monde, sans le filtre de la socialisation normale, sans l'apprentissage par l'interaction avec d'autres enfants. Oliver développe une perspective unique mais terriblement déformée. Et preuve en est qu'il idolâtre son père absent, Omni-Man, dont il ne connaît que les récits héroïques et les exploits. Il ne voit pas le conquérant, le meurtrier. Il voit le père mythique, le guerrier légendaire qu'il aspire à devenir. Et ce trope récurrent de la fiction fait écho à un personnage bien connu des fans de fiction. J'ai nommé Sangohan, qui a la même approche avec son père, qu'il l'admire aussi, sans connaître ses défauts, mais à la différence que ce dernier, lui, a eu le temps de grandir correctement sur Terre et de comprendre les humains. Cette idolâtrie combinée à son isolement crée un cocktail dangereux de narcissisme, de détachement émotionnel et de vision binaire du monde. Mais la véritable tragédie d'Oliver n'est pas seulement biologique ou sociale, elle est aussi morale, car Oliver est fondamentalement un enfant soldat. Non, prends réellement 2 secondes et pose-toi. Vois le tableau. Un enfant avec des pouvoirs surhumains, une compréhension limitée de la moralité et un désir désespéré de plaire à ses figures paternelles. La recette parfaite pour une arme vivante. Effectivement, sur Terre, sa peau violette et son vieillissement rapide l'empêchent d'aller à l'école normalement ou de se faire des amis de son âge. Il est isolé, coupé de toute socialisation normale. Contrairement à Mark qui lui avait William, Amber ou Eve, Oliver, lui, n'a que sa famille adoptive et les rares héros avec qui il interagit. Et ce manque de socialisation a un impact dévastateur sur sa capacité à développer de l'empathie. N'ayant jamais vraiment côtoyé d'autres enfants, comment pourrait-il comprendre pleinement la valeur de la vie humaine? Comment pourrait-il développer la compassion que Mark a acquise à travers des années d'amitié et de relations? Bien sûr, Mark essaie de le protéger, notamment de Cecil Steinman, directeur de la DEA, qui ne voit en lui qu'une arme vivante. D'ailleurs, lui aussi, il mériterait sa propre vidéo. Il essaye de lui inculquer des valeurs, de le tenir éloigné des combats, mais la réalité de leur monde ne le permet pas. Les menaces sont trop nombreuses et trop immédiates. Et ainsi, un enfant qui devrait jouer dans un parc se retrouve à affronter des menaces planétaires. Un enfant qui devrait apprendre les nuances de la vie se retrouve à prendre des décisions de vie ou de mort. Souvenez-vous de son premier acte héroïque que nous avons tous vu dans la série d'Amazon, ou que tu retrouveras dans l'histoire complète d'Invincible partie 1 sur ma chaîne principale Aramis Crime, lien dans la description. Abonne-toi, like et mets la cloche, merci d'avance. Qui tourne au drame face au meurtre des jumeaux Moller. Non, sérieux, souviens-toi. Quand Oliver tue les jumeaux Moller et que Mark le confronte, sa réponse est glaçante de simplicité. C'était un méchant, il méritait de mourir. Simple. Mais comme on l'a dit, il faut savoir que cette simplicité du bien et du mal n'est pas le fruit d'une cruauté innée. C'est le résultat d'un développement moral accéléré, sans l'expérience nécessaire pour prendre conscience de la vie et comprendre les nuances. Oliver n'est pas un monstre. Il est une victime d'une guerre intergalactique qui n'a pas sa place pour l'innocence de l'enfance. Et tout ceci est montré par sa relation avec Debbie, sa mère adoptive, qui est très complexe. Elle tente de le lever comme un enfant normal, mais il représente aussi un douloureux rappel de l'infidélité de Nolan. Quant à Mark, il oscille entre son rôle de grand frère et celui de mentor, sachant que lui-même est encore en train de définir sa propre identité en tant que héros. Donc, tout ce méli-mélo d'émotions renforce cette solitude fondamentale qui pousse Oliver à idéaliser son père absent, Omni-Man. N'ayant pas été témoin direct de ses atrocités sur Terre, il voit Nolan comme une figure héroïque à imiter plutôt que le tyran que Mark a combattu. Il y a quelque chose de profondément mélancolique dans la trajectoire d'Oliver. Une vie qui brûle trop vite, trop intense. Car la grande tragédie d'Oliver est peut-être son instrumentalisation. Dès sa naissance, il est entraîné dans une guerre qui n'est pas la sienne. D'abord sur Traxa, où sa mère l'envoie sur Terre pour lui offrir une vie meilleure. Puis, sur Terre, où il devient rapidement un soldat de la guerre contre les Viltrumites. Oliver est utilisé pour tous les camps. Pour Nolan, il représente un allié potentiel, un fils qui pourrait suivre ses traces sans la contamination des valeurs humaines. Et je mets des guillemets sur contamination. Pour l'Alliance des planètes, il est une arme précieuse contre les Viltrumites. Et même Mark finit par l'utiliser comme partenaire de combat malgré ses réticences initiales. Et cette instrumentalisation s'accompagne d'une pression énorme.
À peine capable de comprendre les enjeux moraux complexes, Oliver est plongé dans des combats à mort où des décisions éthiques que même des adultes auraient du mal à gérer doivent être prises. Lorsqu'il a tué les frères Moller par accident, sa justification a révélé une vision simpliste et binaire de la justice. Ce que Robert Kirkman souligne ici, c'est la façon dont notre société moderne instrumentalise la jeunesse, lui imposant des responsabilités et des choix avant même qu'elle ne soit prête. Oliver est l'allégorie parfaite de l'enfance volée, une thématique malheureusement universelle et intemporelle. Dans un univers où les Viltrumites vivent des millénaires, où Mark peut se permettre de réfléchir à ce qu'il fera dans 500 ans, Oliver, lui, est condamné à une existence fugace malgré son héritage paternel Viltrumite. Cette conscience aiguë du temps qui passe influence chacune de ses décisions. Pourquoi perdre du temps à débattre quand on peut agir? Pourquoi s'embarrasser de moralité quand l'efficacité peut sauver des vies? Oliver, lui, comprend intuitivement ce que les Traxiens ont appris au cours de leur révolution. Quand votre temps est compté, vous ne pouvez pas vous permettre le luxe des hésitations, des remords, des débats philosophiques. Et c'est justement ça qui rend sa vision du monde si dangereuse, mais en même temps si compréhensible. Pour un être dont la vie brûle trop vite, les solutions expéditibles semblent être celles qui ont le plus de sens. Et cette crise identitaire le conduit à des comportements contradictoires, tantôt héroïques et protecteurs, tantôt brutal et sans pitié. Il oscille constamment entre la voix de Mark et celle de Nolan, cherchant sa propre définition à ce que signifie être un héros. Et le destin d'Oliver atteint son apogée tragique lorsqu'il choisit de se retourner contre les Viltrumites. Attention, risque de spoil si tu n'as pas lu les comics, car ce que je vais dire là n'a pas encore été adapté en animé, ni même sur ma chaîne principale, où je te raconte les histoires entières de tes fictions préférées. Ok, reprenons. Ce choix courageux scelle son sort. Il est tué par Srey, le leader impitoyable des Viltrumites. Et dans ces derniers instants, Oliver incarne l'essence même du sacrifice héroïque, offrant sa vie pour sauver ceux qu'il aime. Et cette fin tragique souligne la complexité de son personnage. Un être tiraillé entre deux mondes, cherchant désespérément sa place, et qui, malgré ses erreurs et son passé tumultueux, trouve la rédemption dans un acte ultime de bravoure. La trajectoire d'Oliver est celle d'un sacrifice annoncé. Comme nous l'avons vu dans l'histoire complète d'Invincible sur Aramis Crime, son destin est scellé par sa nature même. Être né entre deux mondes, condamné à brûler trop vite dans une guerre qui le dépasse. Sa tragédie est universelle, celle d'un enfant forcé à grandir trop vite dans un monde violent, cherchant désespérément sa place. Oliver incarne la tension entre notre nature biologique et nos choix moraux, entre l'héritage et l'identité que nous construisons. Dans un monde où les cycles de violence se répètent de génération en génération, où les enfants héritent des guerres de leurs parents, Oliver Grayson nous rappelle le prix terrible payé par ceux qui sont nés entre deux mondes, sacrifiés sur l'autel des conflits qui les précèdent. Et par là, Robert Kirkman nous parle de métissage de notre propre espèce. Il l'encourage même à condition que les guerres idéologiques de pensée, religion et autres n'empiètent pas sur l'avancement de l'espèce entière, ce qui est trop souvent le cas dans notre monde. En somme, Oliver Grayson est plus qu'un simple personnage secondaire d'Invincible. Il est le reflet des dilemmes moraux, des conflits d'identité et des sacrifices que l'on trouve chez les héros les plus complexes. Son histoire nous rappelle que la véritable grandeur ne réside pas dans la puissance, mais dans les choix que l'on fait face à cette adversité. Et en explorant la vie d'Oliver, nous sommes confrontés à deux questions profondes sur la nature de l'humanité, le poids de l'héritage et la quête de la rédemption. Des thèmes universels qui résonnent bien au-delà des pages d'une bande dessinée. Si tu as apprécié cette plongée dans les abîmes de la fiction, tu peux continuer à explorer mes autres vidéos ici sur Otascreen. J'y dissèque la pop culture sous toutes ses coutures, entre psychologie, pouvoir et récits tordus. Si tu veux découvrir ou revivre des histoires complètes de tes fictions préférées, fonce sur Aramis Crime, ma chaîne principale, où je te raconte les plus grandes épopées comme l'histoire complète d'Invincible, de Solo Leveling ou encore de Frieren ou Secret Wars. Si t'aimes quand on mêle business, science, culture et économie, je pense que tu vas kiffer ma chaîne Curious Crime, où je parle des sujets comme l'avènement de l'IA et son bouleversement mondial, la baisse de la natalité mondiale, ou le fait que le système scolaire t'asservisse. À toi de creuser. Et si tu veux juste chiller, viens faire un tour sur ma chaîne Gaming Scream, où je posterai du League of Legends, de l'Albion Online et quelques petites pépites bien placées. Pense aussi à me suivre sur TikTok, Instagram, Discord et bientôt Twitch
pour ne rien rater, que tu sois en train de scroller ou juste poser. Tous les liens sont dans la description ou sur ma page d'accueil. Dis-moi ce que t'as pensé de ce classement dans les commentaires. Je lis tout et je suis ouvert au débat. Et si t'as vraiment kiffé, like, abonne-toi et surtout partage à ceux que ça pourrait faire vibrer. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve pour la prochaine vidéo.